Il y a des phrases qui sonnent comme une étreinte et pourtant transpercent le cœur comme un vent froid. Paradoxal? Oui. De nombreux mères et pères en Europe parlent par inquiétude, par amour, par le désir de guider la vie de leurs enfants adultes sur la bonne voie. Et pourtant, c'est précisément de ces mots bien intentionnés que naît un poison insidieux. Pas bruyant, pas spectaculaire, mais efficace. Il s'installe dans le dialogue intérieur de l'enfant, qui n'est plus un enfant depuis longtemps, et détermine comment il se manifeste dans les relations, comment il évite les conflits, comment il prend des décisions pour lui-même. Les mots deviennent des règles. Les règles deviennent des limites. Les limites deviennent des murs. Si vous entendez ce texte, vous avez probablement déjà essayé beaucoup de choses. Parler, expliquer, exhorter, se taire. Peut-être ne vivez-vous plus porte à porte, mais dans une famille à distance, comme c'est si fréquent dans l'UE. La fille à Zurich, le fils à Manchester, vous-même à Vienne ou Cologne. Les contacts se font par smartphone, les fêtes sont des projets logistiques, les questions de soins traversent toutes les conversations. Dans ce mélange de responsabilité et d'urgence du temps, les phrases fusent de plus vite que nous ne pouvons vérifier si elles sont portantes ou blessantes. Et c'est précisément là que commence notre voyage. Nous nommons les 5 zones rouges du langage parental décrites dans l'article original. En saisissons la logique interne et les remplaçons par des formulations qui garantissent la dignité, clarifient les limites et rendent la proximité possible. Avant d'aborder les principes, une précision. Il ne s'agit pas de distribuer la faute. Il s'agit de comprendre l'impact. Les mots ne sont pas des outils neutres. Ils sont comme de petites impulsions de commande pour le système nerveux de l'autre. Un « ressaisis-toi » peut sembler sobre du point de vue de l'émetteur, mais déclenche une alarme chez le récepteur. Ne suis-je aimé que si je suis performant? Une comparaison, un soupir, un « à cause de toi » lancé au hasard. Tout cela écrit des histoires dans les esprits que le quotidien confirme docilement par la suite. C'est ainsi que se forment des schémas de retrait, de justification, de dureté envers soi-même. La bonne nouvelle, le langage est malléable. Dès les prochains jours, vous pourrez sentir comment l'atmosphère change si vous actionnez 3 leviers simples. Premièrement, ralentissez avant de répondre. Une respiration, une gorgée d'eau, un bref regard par la fenêtre, cette minuscule pause fait la différence entre le réflexe et la réponse. Deuxièmement, passez du « tu » au « je ». Au lieu de dire « tu me rends fou, folle », dites « je me sens vite dépassé, aujourd'hui ». Troisièmement, exprimez la valeur fondamentale. Tu es important pour moi, même si nous nous heurtons aujourd'hui. Ces leviers semblent simples, mais ils modifient le ton, le rythme et la température de la conversation. Souvent, cela suffit pour que votre interlocuteur réécoute. Peut-être vous demandez-vous, n'est-il pas trop tard? Mon fils a 42 ans, ma fille a sa propre famille, les positions semblent figées. L'expérience de nombreuses consultations montre autre chose. Les relations sont sensibles aux petits changements fiables. Une phrase honnêtement prononcée ne peut pas effacer des années de pression, mais elle peut interrompre le scénario à un endroit précis. Et c'est là que le mouvement commence. Essayez une mini-exercice la semaine prochaine. Choisissez une seule situation délicate. Par exemple, l'appel du dimanche soir qui débouche souvent sur des reproches et prononcez à l'avance une phrase d'ancrage. Courte, claire, chaleureuse. Par exemple,
Je suis heureux, heureuse d'entendre ta voix. Parlons aujourd'hui de ce qui t'a fait du bien, puis nous examinerons ensemble ce qui est difficile. Remarquez-vous comment la direction change. Une deuxième idée porteuse. Montrer du respect aux enfants adultes ne signifie pas éviter les conflits. Cela signifie nommer les responsabilités de manière à ce que l'autre puisse puiser dans ses forces. Pour cela, vous avez besoin d'un langage qui n'amoindrit pas, mais qui grandit. Pas de « tu es toujours », mais « je remarque que ». Pas de « tu dois enfin », mais « quel serait un premier pas réalisable ?» C'est ainsi que naissent des conversations qui ne se terminent pas par de la défense, mais par de la planification. Et maintenant, l'invitation à vous. Quelles 2 phrases de votre histoire familiale résonnent encore, positivement ou douloureusement? Et quelles formulations souhaiteriez-vous avoir entendues plus souvent auparavant? Gardez ces questions à l'esprit pendant que nous affinons les 5 zones rouges et les remplaçons par des alternatives solides. Vous verrez, nous ne changeons pas des personnalités, mais des schémas. Nous n'effaçons pas le passé, mais nous allégeons l'avenir. Tard n'est pas trop tard. C'est le bon moment. Pourquoi ce sujet est-il si brûlant en Europe? Parce que les familles vivent aujourd'hui différemment d'il y a 30 ans. De nombreux grands-parents sont encore actifs professionnellement, tout en s'occupant de leurs petits-enfants. Les enfants adultes vivent souvent loin, dans une autre ville, parfois même dans un autre pays. Et lorsqu'ils se retrouvent pour quelques jours, des mondes différents s'affrontent. La tranquillité de la retraite rencontre la pression du monde du travail. Les idées traditionnelles se heurtent au mode de vie moderne. Dans cette situation où le temps et l'attention sont rares, chaque mot a un impact double. Une phrase inconsidérée peut devenir une épine qui assombrit toute une rencontre. Les générations plus âgées en Europe, en particulier, ont appris à parler directement et souvent sans détour. On disait ce que l'on pensait, sans trop se soucier de l'impact. Cependant, dans une société qui devient plus sensible à la santé mentale et où la jeune génération insiste davantage sur le respect et l'autonomie, il ne suffit plus d'être juste honnête. L'honnêteté sans empathie devient une dureté qui crée de la distance. C'est pourquoi un nouvel équilibre est nécessaire. Rester clair, mais en même temps digne. Fixer des limites, mais sans dévalorisation. Nommer les sentiments, mais sans écraser l'autre. Pensez à une scène simple. Une mère à Paris demande à sa fille adulte ses projets de mariage. Auparavant, une phrase comme « Tu as déjà 30 ans, il est grand temps » aurait été normale. Aujourd'hui, elle déclenche de la pression et un retrait. Une autre approche pourrait être « Je suis curieux, curieuse de savoir quels sont tes projets, et je t'accompagnerai, peu importe quand tu seras prête. » La différence peut sembler minime, mais elle décide si une conversation s'ouvre ou se ferme. À cela s'ajoute un autre point que beaucoup sous-estiment. Nous vivons dans des sociétés soumises à une forte pression en matière de soins et d'assistance. Si les parents âgés ne se sentent pas suffisamment soutenus par leurs enfants, des accusations de culpabilité surgissent rapidement. Et si les enfants adultes, à leur tour, ont le sentiment de devoir constamment répondre à des attentes, ils se replient sur eux-mêmes. Le résultat est le silence, et le silence est un poison pour toute relation. C'est pourquoi la communication n'est pas un luxe, mais une stratégie de survie pour les familles qui doivent fonctionner à distance. Ainsi, lorsque nous parlerons des principes que nous allons aborder, nous devrons garder à l'esprit 3 piliers fondamentaux.
préserver la dignité, car chaque personne, qu'elle ait 20 ou 70 ans, a besoin de respect. Respecter les limites, car sans ligne claire, la responsabilité et la liberté se brouillent. Et garder une communication aussi simple que possible. Pas de monologue interminable, mais des messages courts et clairs qui portent. Avec ces garde-fous, les parents peuvent prendre leurs enfants au sérieux sans ravaler leurs propres inquiétudes. Avant d'entrer plus en détail, demandez-vous, quand avez-vous parlé pour la dernière fois à votre fils ou votre fille, sans conseil, sans critique, simplement en tant qu'auditeur, auditrice? Et comment ce moment s'est-il ressenti? Ce souvenir est la clé pour comprendre pourquoi les mots ont parfois plus d'impact que n'importe quelle action. Dans la section suivante, nous examinerons de plus près le premier principe, une zone rouge présente dans presque toutes les familles. Le premier principe est le suivant. Pas d'accusation envers la simple existence de l'enfant. Des phrases comme « à cause de toi, notre vie est si difficile » ou « si tu n'avais pas existé, tout serait plus facile » comptent parmi les formulations les plus destructrices que les parents puissent jamais prononcer. Elles peuvent sonner comme une soupape de décharge sur le moment, mais elles plantent dans l'âme de l'enfant la conviction « je suis un fardeau, je n'ai pas le droit d'exister ». De telles pensées accompagnent de nombreux adultes des décennies plus tard et déterminent comment ils mènent leurs relations, s'ils autorisent à la proximité et s'ils se sentent dignes d'être aimés. Imaginez une scène dans une cuisine européenne. Un père rentre fatigué du travail, le réfrigérateur est vide, les factures s'accumulent. Dans son épuisement, il dit à sa fille « Toujours des dépenses, tu nous ruines ». Pour lui, ce fut un bref coup de colère. Mais pour sa fille, cela devient la note dominante de sa vie. Elle économise excessivement plus tard, ne se permet rien, évite la proximité par peur d'être un fardeau pour quelqu'un. Une seule phrase, comme une cicatrice invisible. C'est précisément pour cette raison que les psychologues de toute l'UE mettent constamment en garde contre la communication axée sur la culpabilité dans les familles. C'est l'un des facteurs de risque les plus puissants pour une estime de soi perturbée. Pourtant, il existe des alternatives tout aussi honnêtes, mais non destructrices. Au lieu de « tu me rends la vie difficile », les parents pourraient toujours dire « c'est une période difficile en ce moment, mais ce n'est pas à cause de toi ». Ou « nous avons des soucis, mais tu es quand même mon soutien ». Avec ces mots, l'enfant ne reste pas le coupable, mais devient un allié. Il ressent « j'ai le droit d'être là ». Je ne suis pas le problème, mais une partie de la solution. Une phrase pratique pour le quotidien « oui, notre vie est exigeante en ce moment, mais c'est bien de nous avoir les uns les autres. Ta présence me donne du courage. » Imaginez qu'un fils entende cela après une longue journée, où il doutait peut-être lui-même de sa place dans la famille. Avec une telle phrase, la sécurité revient. Et la sécurité est la base de la confiance. Une courte métaphore peut l'illustrer. Les accusations sont comme la pluie sur une maçonnerie fraîchement construite. Elles la trempent, elles la rendent instable. Les mots valorisants, en revanche, sont comme le mortier. Ils lient, ils renforcent la structure. Les deux sont invisibles de l'extérieur, mais au fil des ans, leur effet détermine si la relation tient ou s'effrite. Demandez-vous, avez-vous déjà utilisé des mots dans une situation stressante que votre enfant a pu interpréter comme une accusation? Si oui, que pourriez-vous dire différemment la prochaine fois pour rendre le message d'amour plus clair? La réponse à cette question est souvent plus simple qu'on ne le pense.
Elle commence par une pause respiratoire et la décision consciente de remplacer le « c'est ta faute » par un « nous allons y arriver ». Dans la section suivante, nous examinerons une autre zone rouge, les comparaisons avec les autres, qui semblent si inoffensives et pourtant laissent des fissures profondes. Le deuxième principe est renoncer aux comparaisons. Presque rien ne détruit l'estime de soi aussi durablement que la phrase « Regarde ce que les autres peuvent en faire. Pourquoi pas toi ?» Les parents pensent souvent que de tels mots sont un encouragement. Mais en réalité, ils génèrent de la honte. Au lieu de la motivation, grandit le sentiment de ne jamais être assez bien. Une voix intérieure apparaît qui accompagne l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Les autres sont toujours meilleurs. Je n'y arriverai jamais. Dans les familles européennes, ce schéma apparaît souvent dans les situations scolaires. Une mère à Varsovie dit à sa fille « Ta cousine a étudié la médecine, et toi? Qu'es-tu en train de devenir ?» Ou un père à Milan compare constamment son fils avec le voisin studieux. Pour les parents, cela sonne comme de l'inquiétude et un désir sincère du meilleur pour leur enfant. Mais l'enfant n'entend que « tel que je ne suis pas suffisant ». Plus tard dans la vie professionnelle, cela conduit à d'interminables comparaisons avec les collègues. Les succès sont minimisés, les échecs perçus comme démesurés. Des études menées dans plusieurs pays européens montrent que les messages comparatifs constants peuvent augmenter considérablement le risque d'insatisfaction chronique et de burn-out. La bonne nouvelle, ici aussi, il y a un simple changement de langage. Au lieu de prendre l'échelle de mesure de l'extérieur, nous nous concentrons sur l'engagement de l'enfant lui-même. Une phrase exemple pourrait être « Je vois tous les efforts que tu fournis et j'en suis fier, fier. » Ou « Ton chemin est unique, il n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. » Ces formulations signalent la valeur ne naît pas de la concurrence, mais du développement personnel. On pourrait l'expliquer par une image. Les comparaisons sont comme un miroir dans une vitrine. On y voit toujours quelqu'un qui semble plus grand, plus brillant, plus rapide. Mais le vrai développement est comme un jardin. Il fleurit à son propre rythme, selon le soleil, le sol et les soins. Personne ne réprimanderait une rose parce qu'elle ne pousse pas comme une tulipe. Pourquoi le faisons-nous avec nos enfants? Une phrase pratique pour le quotidien pourrait être « Je sais que d'autres semblent peut-être plus rapides, mais je fais confiance à ton rythme. » Avec un tel message, les parents soulagent leurs enfants du sentiment constant d'être sur une piste de course avec des adversaires invisibles. Ils entendent plutôt « Je suis bien tel que je suis ». Et c'est précisément ce sentiment qui est le fondement de la résilience à l'âge adulte. Peut-être vous demandez-vous maintenant « Ai-je déjà utilisé des comparaisons par le passé ?» Presque chaque parent acquiescera ici. La question décisive est « Pouvez-vous consciemment prendre du recul la prochaine fois et, au lieu d'une comparaison, exprimer une reconnaissance? » Une seule phrase peut déjà changer la direction. Dans la section suivante, nous abordons le troisième principe, un domaine particulièrement délicat, le langage concernant l'apparence et le corps. Le troisième principe concerne un domaine particulièrement sensible, le langage autour de l'apparence et du corps. Beaucoup de parents sous-estiment à quel point les remarques sur la silhouette, le visage ou les vêtements affectent l'image de soi des enfants. Une phrase comme « tu es trop gros, grosse » ou « avec ce visage, tu auras des difficultés » peut sonner aux oreilles des adultes comme une plaisanterie ou un avertissement. Mais pour l'enfant,
c'est une profonde entaille dans son estime de soi. Il grandit avec le sentiment que son propre corps est un défaut, et ce sentiment l'accompagne dans ses amitiés, ses relations et même sa carrière. Imaginez une scène. Une mère à Barcelone dit à son fils adolescent qu'il devrait enfin faire du sport, sinon il aurait l'air ridicule. Ce qui était censé être une motivation produit l'effet inverse. Le garçon a honte dans le vestiaire, évite les activités sportives et développe des habitudes alimentaires plus marquées de par la peur que par le plaisir. De telles histoires ne sont pas rares partout en Europe. Les spécialistes des troubles alimentaires soulignent depuis des années que les commentaires dévalorisants sur le corps et le poids sont un facteur de risque central pour des maladies comme l'anorexie ou la boulimie. Des mots prononcés en quelques secondes peuvent entraîner des décennies d'incertitude, mais il est possible de faire autrement. Au lieu de la critique, les parents peuvent partager des observations positives qui soulignent la force intérieure et l'expression. Une phrase comme « Quand tu ris, tu es le la plus beau belle » ou « Ton rayonnement compte plus que n'importe quel chiffre sur la balance » change fondamentalement la perspective. Elles transmettent à l'enfant « La beauté n'est pas un idéal rigide, mais quelque chose de vivant qui naît de la confiance en soi et du caractère. » Une petite métaphore peut l'illustrer. Les commentaires dévalorisants sont comme des rayures sur un miroir. Ils déforment l'image chaque fois que l'on s'y regarde. Les mots valorisants, en revanche, sont comme une lumière qui éclaire le miroir. L'image reste la même, mais elle devient visible avec une nouvelle clarté. Une phrase pratique pour les parents pourrait être « Je vois à quel point tu es aimable avec les autres. Cela te rend vraiment attrayant, attrayante. » Ce type de message déplace l'attention de l'extérieur vers le comportement et l'attitude. Il confirme à l'enfant que la véritable attraction n'a rien à voir avec la perfection, mais tout avec l'authenticité. Peut-être vous demandez-vous maintenant, ai-je déjà plaisanté de manière inconsidérée sur l'apparence de mon enfant? Et combien de fois lui ai-je dit ce que j'aimais dans sa personnalité? Il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Chaque fois que vous mettez en avant l'intérieur, plutôt que de critiquer l'extérieur, vous construisez un peu plus de confiance en soi. Dans la section suivante, nous nous consacrons à une histoire exemplaire qui montre à quelle vitesse un mot dévalorisant peut ériger des murs et comment ces murs peuvent être rouverts avec des phrases simples et nouvelles. Parfois, l'effet du langage ne devient visible que des années plus tard, dans une scène qui montre ce que les mots peuvent détruire et ce qu'ils peuvent construire. Prenons l'exemple d'une grand-mère de Vienne qui raconte son expérience avec sa petite fille. Il y a quelques années, dans un moment d'impatience, elle a dit que la fille était trop sensible et jamais assez forte. Elle le pensait comme un encouragement, mais la petite fille s'est repliée sur elle-même. Dès lors, elle parlait moins, passait plus de temps seule dans sa chambre et réagissait avec irritation quand les sujets d'école ou d'amis étaient abordés. Pour la grand-mère, c'était comme si un mur s'était soudainement élevé entre elles. Un mur qu'elle avait elle-même construit avec une seule phrase. Le changement n'est pas venu immédiatement, mais pas à pas. Après une discussion dans son groupe de seniors, où l'on parlait aussi de communication en famille, elle a décidé d'essayer autrement. Elle s'est promis de prononcer consciemment, à chaque rencontre, une phrase qui exprime de la reconnaissance. Pas grandiloquente, pas compliquée, mais simple. Un jour, alors que sa petite fille rentrait triste de l'entraînement, la grand-mère lui a dit « Je vois que tu es déçue.
et je trouve que c'est fort que tu y sois allé quand même. » C'était une phrase qui n'offrait pas de solution, mais de la compréhension. Et c'est précisément cela qui a rouvert une conversation pour la première fois après une longue période. Au cours des 3 semaines suivantes, ce schéma s'est répété. Au lieu de critiques, il y a eu de courtes confirmations. « Tu es importante pour moi. Ton courage me rend fière. Je suis heureuse que tu sois là. » Avec chacun de ces messages, le mur invisible s'effritait un peu. Au bout d'un mois, la petite fille a recommencé à partager ses expériences et finalement, elle a même raconté ses peines avec une amie, quelque chose qu'elle avait gardé secret auparavant. Ce « avant » et « après » illustre toute la puissance du langage. Avant, froideur, retrait, silence. Après, confiance, proximité, conversation. La différence ne résidait pas dans de grands gestes, mais dans de petites phrases constantes qui transmettaient sécurité et acceptation. C'est précisément là que réside l'opportunité pour tous les parents et grands-parents, même s'ils croient qu'il est trop tard. Même après des années, un nouveau ton peut guérir d'anciennes blessures. Demandez-vous, où existe un tel mur dans votre famille? Et quelle petite reconnaissance pourriez-vous exprimer aujourd'hui pour en enlever la première pierre? Ces questions préparent le terrain pour le prochain chapitre, dans lequel nous examinerons les conséquences mentales et psychologiques lorsque des mots blessants suivent leur cours sans entrave. Lorsque des mots blessants sont répétés pendant des années, ils laissent des traces qui vont plus profondément que beaucoup de parents ne le soupçonnent. Les psychologues parlent de voix intérieures qui s'incrustent dans la pensée comme un écho. D'une seule phrase, « tu ne vaux rien », découle une boucle intérieure permanente. « Je suis incapable ». Les enfants adultes ainsi marqués développent souvent une forte méfiance envers eux-mêmes. Ils sabotent les opportunités avant même de commencer, par peur d'échouer à nouveau. Les relations vacillent parce qu'ils ont du mal à permettre la proximité. La peur constante de ne pas être à la hauteur. Dans les centres de consultation européens, nous entendons sans cesse des histoires similaires. Une femme de Prague raconte qu'elle a refusé toute promotion professionnelle pendant des décennies parce qu'elle entend encore les mots de son père. « Tu ne seras jamais aussi intelligent que ton frère. » Ou un homme de Lyon avoue qu'il ose à peine prendre ses propres décisions parce qu'il a souvent entendu adolescent « Sans moi, tu es perdu ». Ces mots se sont estompés depuis longtemps, mais ils persistent comme des ombres qui bloquent la lumière. La santé mentale souffre également considérablement. Quiconque a été confronté à la dévalorisation toute sa vie porte un risque plus élevé de dépression, d'anxiété ou de burn-out. Non pas parce que le destin l'a voulu, mais parce que le fondement de l'estime de soi s'est érodé. Les mots façonnent les croyances façonnent les comportements, et les comportements déterminent finalement la vie. Si un enfant adulte est convaincu d'être une erreur, alors il évite les opportunités, les relations et parfois même son propre bonheur. Mais ce n'est pas seulement l'individu qui souffre. Le lien familial se brise aussi morceau par morceau. Les conversations deviennent rares, les rencontres tendues, les fêtes des corvées. La distance grandit jusqu'à ce que les parents disent un jour « Mon fils ne me contacte jamais », sans voir que ce sont leurs propres mots qui ont déclenché le retrait. Et ainsi se crée un cercle vicieux. Un langage blessant mène au silence, le silence à l'aliénation à d'autres blessures. Il est important de comprendre, de telles conséquences ne découlent pas d'un dérapage unique. Personne n'est parfait, et chacun a déjà dit des mots dans le feu de l'action qu'il a regretté par la suite.
Le poison agit lorsque les schémas se répètent sans cesse, lorsque les messages blessants deviennent une habitude. Alors, il façonne non seulement une conversation, mais toute une vie. Peut-être vous reconnaissez-vous dans une partie de cela. Peut-être vous demandez-vous si votre enfant adulte est actuellement piégé dans de telles boucles intérieures. Si oui, la prochaine étape est cruciale. Comment créer de nouvelles expériences qui brisent ces anciens schémas? C'est précisément sur cela que nous nous concentrons maintenant, sur des solutions concrètes, immédiatement applicables, qui peuvent être essayées dans les prochains jours. Mais comment briser réellement ce cycle? Il ne faut pas de grands gestes, mais des étapes concrètes qui peuvent être mises en œuvre dans les prochaines 24 à 72 heures. Imaginez cela comme un petit programme de réparation pour la relation. Pas parfait, pas définitif, mais perceptible. La première étape est la prise de conscience. Prenez un moment pour vous rappeler 2 ou 3 phrases que vous avez dites par le passé et qui ont peut-être agi comme de petites piqûres. Écrivez-les sur une feuille de papier. Rien que le fait de les écrire montre que les mots ont du poids. C'est comme tenir un miroir dans sa propre main. Et ce n'est qu'en s'y regardant que l'on reconnaît où se trouvent les fissures. La deuxième étape est de s'entraîner à utiliser un message en « je ». Essayez, lors d'une conversation, de ne pas commencer par « tu fais toujours », mais par « je me sens », de « tu me rends fou, folle » devient « je suis fatigué en ce moment et j'ai besoin de calme ». Ce petit échange retire l'agressivité du message et ouvre un espace de compréhension. Un fils ou une fille qui entend cela ne réagit pas par la défense, mais par la curiosité. La troisième étape, écoutez activement. Cela semble évident, mais c'est le plus grand obstacle au quotidien. Prenez la résolution, dans les prochains jours, de ne pas interrompre une conversation pendant au moins 3 minutes. Hochez la tête, écoutez, répétez ce que vous avez compris. Par exemple, si je te comprends bien, tu te sens débordé au travail? Ce reflet agit comme un baume. Il montre « je te prends au sérieux, même si je ne peux pas tout résoudre ». La quatrième étape est un mini-rituel. Convenez avec vous-même de placer une phrase positive à la fin de chaque appel téléphonique ou rencontre. Rien d'artificiel, mais honnête et simple, c'était agréable d'entendre ta voix. Merci de m'avoir raconté ta journée. Je suis content que nous nous parlions. Ces petites phrases marquent la fin sur un ton amical. Et c'est précisément cette dernière impression qui reste souvent la plus forte. Et enfin, la cinquième étape, la patience. N'attendez pas de miracle après une semaine. Mais si vous appliquez ces 5 petits leviers, conscience, message en « je », écoute, rituel et patience, de manière cohérente, l'atmosphère changera de manière perceptible. C'est comme si vous aériez lentement un vieil appartement poussiéreux. Tout ne sera pas frais immédiatement, mais petit à petit, la pièce se remplira d'un air nouveau. Peut-être souhaitez-vous essayer ces étapes dès maintenant. Quelle phrase pourriez-vous dire ce soir pour encourager votre enfant adulte au lieu de la charger? Choisissez-en une seule et prononcez-la consciemment. Ce petit changement peut déjà orienter la conversation dans une nouvelle direction. Dans la section suivante, nous résumerons les points les plus importants, afin que vous puissiez garder à l'esprit 3 ancres claires. Simple, mémorable, accessible à tout moment. Si nous résumons le parcours des dernières sections, 3 points se dégagent, agissant comme des ancres dans une mer orageuse. La première ancre est le langage de la dignité. Chaque mot que vous choisissez devrait porter le message « Tu es une personne autonome avec de la valeur ».
il ne s'agit pas de perfection ou de performance, mais de la reconnaissance de la simple existence. Celui qui intériorise cette attitude constate que les conversations deviennent plus calmes et les conflits moins fréquents. La deuxième ancre est l'art des limites claires. Beaucoup de parents hésitent entre la surprotection et la critique sévère. Les deux paralysent. Des limites claires signifient nommer les responsabilités sans rabaisser la personne. Une phrase comme « J'ai besoin de calme, mais je t'aime » contient les deux, la délimitation et la confirmation. Les limites créent de la proximité parce qu'elles clarifient les rôles au lieu de les brouiller. La troisième ancre, enfin, est le pouvoir des petits mots au quotidien. Ce ne sont pas les grands discours qui portent le fondement d'une relation, mais les messages courts et répétés. Je suis heureux, heureuse de t'entendre. C'est bien que tu sois là. Merci pour ta franchise. De telles phrases peuvent sembler insignifiantes, mais elles laissent des traces profondes. Les enfants adultes ne se souviendront pas plus tard de chaque remontrance, mais bien du sentiment d'avoir été vu et accepté. Si vous gardez ces 3 points, dignité, limite, petits mots, dans votre cœur, ils vous serviront de carte intérieure. Vous n'avez pas besoin de longues listes de règles, il suffit de vous demander brièvement lors de la prochaine conversation. Ma phrase reflète-t-elle la dignité de mon enfant? Clarifie-t-elle une limite sans dévaloriser? Et est-elle si simple qu'elle reste en mémoire? Peut-être souhaitez-vous maintenant faire une courte pause et réfléchir lequel des 3 points est le plus important pour vous. Est-ce la dignité, parce que vous réalisez à quel point des mots durs ont été prononcés par le passé? Sont-ce les limites, parce que vous portez parfois trop? Ou sont-ce les petits mots du quotidien, parce que vous les avez sous-estimés jusqu'à présent? Votre réponse à cette question est la clé pour initier un changement immédiat. Dans la dernière partie, nous allons reprendre ce fil et le lier à une perspective inspirante. Nous montrerons pourquoi il n'est jamais trop tard pour recommencer et vous inviterons à faire votre propre premier pas dès aujourd'hui. Peut-être avez-vous pensé en écoutant, mais chez nous, tant de choses sont déjà brisées. Il est trop tard. C'est précisément là que réside la plus grande erreur. Les relations sont comme de vieux jardins. Même si les haies sont ensauvagées et les chemins envahis, elles peuvent refleurir avec patience et soin. Il ne faut pas des mots parfaits, mais des gestes honnêtes et petits, et la volonté de ne pas se laisser paralyser par le passé. Imaginez que vous commencez ce soir avec une seule phrase. Peut-être direz-vous à votre fille « Je suis désolé si mes mots t'ont blessé autrefois. Aujourd'hui, je veux juste te dire « Je suis heureux, heureuse que tu existes. » Ou à votre fils « Je sais que nous nous sommes disputés, mais tu es important pour moi et je veux que tu le saches. » De telles phrases demandent un effort, oui, mais elles sont comme le premier rayon de soleil après un long hiver, insignifiantes en apparence, mais assez puissantes pour briser la glace. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Vous pouvez commencer par de petits pas, construire la confiance et changer le climat de la conversation. Vos enfants ne sont pas des êtres parfaits, pas plus que vous-même. Mais ce sont des personnes qui sentent si les mots viennent par obligation ou par amour. Et s'ils sentent l'amour, même des années plus tard, une porte longtemps fermée peut s'ouvrir. Je voudrais vous inviter. Pensez à une situation dans les prochains jours où vous pourrez choisir délibérément un mot positif. Peut-être lors du prochain appel téléphonique, du dîner du dimanche, ou même juste dans un court message. Écrivez «
Merci d'être là. Et voyez ce qui se passe. N'hésitez pas à partager cette expérience avec nous dans les commentaires. Car votre histoire peut donner du courage à d'autres pour oser faire le même pas. Si vous souhaitez que davantage de familles dans votre pays redécouvrent le pouvoir du langage, alors abonnez-vous à cette chaîne et partagez la vidéo. Chaque partage est une petite graine qui peut germer dans une autre famille. Et imaginez combien de relations pourraient s'améliorer si un seul mot était repensé. Au final, ce message demeure. Les mots peuvent détruire, mais ils peuvent aussi guérir. Ils peuvent séparer ou relier. La décision nous appartient. Commençons dès aujourd'hui à parler le langage de la dignité, des limites et des petits gestes. Vous verrez, cela ne changera pas seulement la relation avec vos enfants, mais aussi votre propre cœur. Merci beaucoup d'avoir accompagné ce voyage jusqu'ici. Puisse votre foyer être rempli de plus de chaleur, de compréhension et de conversations authentiques dans les prochains jours. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un abonnement et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message en ce moment. Ensemble, nous pouvons veiller à ce que moins de murs et plus de ponts soient construits entre les générations.